à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une cette semaine, le manque de neige en montagne qui oblige les stations à se réinventer. Sans ski, ce sont d'autres activités qui sont prisées, comme le VTT, nous montrera la rédaction de 8 Mont-Blanc dès le début de ce journal. Des vacances ou un arrêt forcé, les agriculteurs peuvent désormais trouver un remplaçant le temps d'une pause. Dans la Sarthe, un service favorise la rencontre entre salariés agricoles et exploitants. Un sujet de LM TV Sarthe à découvrir dans un instant. Grimper, s'amuser et se dépenser, l'escalade à la côte depuis quelques années. La pratique attire un public toujours plus jeune et plus nombreux. Reportage de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard dans ce journal. Et puis en fin d'édition, nous prendrons dans la joie et la bonne humeur la direction de la Martinique, où la saison des carnavals vient de débuter. Musiques et sourires ont pris place dans les rues de l'île, comme vous le verrez avec la rédaction de Via ATV sur place. Voilà, mais on débute donc ce journal avec la neige qui fait son timide retour dans nos montagnes cette semaine. Quelques flocons encore insuffisants pour permettre à toutes les stations d'ouvrir leurs pistes. Avec des températures encore très douces, certaines d'entre elles sont forcées de s'adapter et de repasser en mode été. Exemple en Haute-Savoie où la station des Abers a rouvert ses pistes de VTT. Reportage de Manon Toiti et de Loris Tuyard pour 8 Mont-Blanc. Le vélo était déjà bien rangé au chaud, prête à reposer jusqu'au début de l'été. Faute de neige, les stations se réinventent. Ici, aux Abers, les pistes de VTT ont rouvert, ce qui contente tout de même les clients. Comme on peut pas se faire plaisir sur les pistes de ski, mais on se fait plaisir sur les pistes de vélo. Toujours trouver une activité. Les activités changent, la clientèle aussi. Si la majorité des touristes attendaient la neige, les locaux, eux, sont au rendez-vous. C'est différent, ouais. Déjà, il fait un peu plus froid. Mais aussi, c'est assez gras, là, donc c'est pas mal, en fait. Enfin, il y a beaucoup de boue, nous, je sais qu'on aime ça. Et ça permet vraiment de travailler la technique. Après des vacances de Noël sauvées in extremis, la station s'est adaptée. Les forfaits de ski fonctionnent aussi pour ceux de VTT. En une demi-journée, l'organisation est passée du mode hiver à celui d'été. On a fait un état des lieux de nos pistes VTT, qui ont été d'ailleurs très bien conçues parce que voilà, l'eau a été évacuée très rapidement de nos pistes, donc on a pu les rouvrir très rapidement. Donc on a procédé par le balisage des pistes et puis également la transformation du télésiège avec les portes-vélos qui ont dû être ajoutés. L'avenir du ski en moyenne montagne interroge, mais la direction de la station n'est pas inquiète. Elle mise sur le sport 4 saisons. Le ski reste bien entendu une activité principale, on est bien d'accord là-dessus. C'est pas la première année où on n'a pas de neige, ça sera pas la dernière. Donc il faut savoir nous mobiliser pour savoir nous adapter et faire plaisir à nos clients. Les Abers espèrent aussi créer davantage de pistes vertes de VTT pour pouvoir accueillir plus de familles tout au long de l'année. Voilà, il n'y a pas que la neige qui se fait rare en ce début d'année, les médicaments en pharmacie également. Parmi les pénuries constatées, celle de l'amoxicilline inquiète particulièrement. Cet antibiotique pour soigner les angines est fortement prescrit aux enfants en hiver. Pour faire face au manque, près d'une 50aine d'officines sont désormais habilitées à fabriquer elles-mêmes le médicament. Un reportage dans l'une d'elles, à Rennes, de la chaîne TVR sur place. Qu'ils viennent des laboratoires Biogarant, GSK ou Viatris, l'amoxicilline pour enfants, c'est le produit qui souffre actuellement de rupture de stock. Mais Rennes abrite l'une des 50 pharmacies françaises qualifiées de préparatoires. Elle a le droit de conditionner les médicaments en dosage unitaire à partir du produit en vrac. On reçoit l'amoxicilline sous forme de matière première. On va faire en sorte que les gélules que l'on va produire soient au dosage souhaité. Donc pour ça, on a du matériel et de l'équipement qui nous sert à nous protéger, mais aussi à faire du travail de qualité. Sachant que l'amoxicilline est une matière première assez pulvérulente avec des risques d'allergie et d'antibiorésistance. Donc il faut éviter que le préparateur soit en contact avec la matière pour se protéger. Ici, un préparateur travaille quotidiennement à temps plein sur l'amoxicilline, soit une centaine de boîtes par jour représentant 1500 gélules de 125 ou 250 mg. Un travail de précision qui se termine par le contrôle d'uniformité de masse. On va peser un échantillon du lot produit, on va retirer 20 gélules, on va les peser une à une et on va vérifier que chaque gélule a un poids qui ne s'écarte pas de la moyenne théorique.
Si le poids est correct, on valide le lot. Si les gélules ne sont pas correctes, on le détruit. Cette activité dite de sous-traitant permet de dépanner quelques 1000 pharmacies du Grand Ouest, une situation qui devrait perdurer jusqu'en mars, quand les laboratoires auront retrouvé leur niveau de production qui avait baissé lors de la crise Covid. Vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous vous êtes rendu dans un fast-food depuis le 1er janvier. Fini les gobelets, couvercles et autres récipients en plastique. L'heure de la vaisselle réutilisable est arrivée. En théorie d'ailleurs, la mesure qui doit permettre d'éviter la production de 180 000 tonnes de déchets par an n'est pas encore parfaitement appliquée partout. C'est le cas par exemple à Bordeaux, comme a pu le constater Yvan Branchy pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Regardez. À l'heure du déjeuner, un détail sur le plateau repas a peut-être attiré votre attention. Fini les emballages jetables, place désormais à de la vaisselle réutilisable et à une nouvelle manière de consommer. Il faut limiter au maximum la pollution. Donc les emballages non recyclables, il faut arrêter. Il y a quand même une habitude qui se pose par rapport aux couverts plastiques, que ce soit paille, fourchette et couteau. Donc on doit quand même s'habituer au fait qu'il n'y en ait plus. Une habitude à prendre également pour les restaurateurs, qui doivent faire face à certains problèmes. Il y a eu beaucoup de vols de vaisselle, comme c'était réutilisable. Donc maintenant, on n'a mis que des couverts, par exemple, en bois. Du vol et une organisation à trouver pour répondre à la demande durant tout le service. Le plus compliqué, c'est de trouver le temps de tout nettoyer alors que le monde continue à arriver. Mais ce jour-là, certains restaurants ne sont pas encore prêts. En caméra discrète, nous passons commande dans une grande chaîne de fast-food. Et sur notre plateau, des emballages qui, une fois utilisés, finissent directement à la poubelle. Un constat que les clients n'apprécient pas. Il serait temps de l'appliquer parce que c'est une bonne idée d'avoir ce genre de choses. En France, le secteur de la restauration rapide génère chaque année 180 000 tonnes de déchets. Et ceux qui ne respectent pas cette nouvelle règle s'exposent ainsi à une amende de 1 500 €. Voilà, moins de plastique à la poubelle et des énergies renouvelables. Les initiatives sont nombreuses pour protéger l'environnement. Exemple dans les Vosges, où un particulier vient d'installer lui-même des panneaux solaires devant son domicile. Objectif, produire ainsi directement près du tiers de sa consommation personnelle annuelle d'électricité. Une opportunité rendue possible grâce à un achat groupé et l'intermédiaire d'une association. Explication et reportage de Ludovic Bizilla et d'Anne Didier pour Vosges Télévisions. Encore quelques tours de clé et ces deux panneaux produiront de l'électricité consommée ici même. Ce jour-là, le temps était assez couvert, mais quelques rayons suffisent. Deux panneaux que Thierry a lui-même installés chez lui et qui alimenteront sa maison en les branchant directement sur une simple prise. Elle va produire entre 700 et 800 kWh à l'année, qui va compenser une partie de ma consommation. Une partie dont le fameux talon de consommation, les watts qui permettent de faire fonctionner les appareils électriques branchés 24 heures sur 24. Ça peut être le frigo, malheureusement aussi toutes les veilles qui existent, l'affichage sur le four, la box internet. Ces deux panneaux ont en effet été livrés et achetés en même temps que 59 autres par 35 adhérents de l'association Énergie Renouvelable Citoyenne Vologne-Moselle. Des panneaux fabriqués en Italie, l'achat groupé a permis d'économiser les frais de transport. Une association qui accompagne donc tout un chacun dans sa transition énergétique. Il y a beaucoup de choses contradictoires qui se voient dans les journaux, les publicités, etc. Il y a aussi des offres qui sont un petit peu crédibles. Donc c'est une façon aussi de rassurer les gens, de passer par une association qui gère les panneaux, la livraison et le suivi. 800 kWh produits par an pour une consommation de 2400. On parle bien ici de petites installations destinées à l'autoconsommation et qui ne nécessitent d'ailleurs aucune autorisation administrative. Cette association en faveur des transitions énergétiques et écologiques compte des adhérents dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour d'Éloie, mais nul besoin d'incantation vers le soleil pour imaginer que d'autres particuliers seraient intéressés prochainement par une seconde livraison.
Voilà, et de l'énergie au calcul informatique, intéressons-nous à présent dans ce journal à une autre initiative bas carbone, celle d'une entreprise parisienne qui fabrique, écoutez bien, des radiateurs numériques. Une idée pour le moins innovante et étonnante qui fonctionne grâce à la chaleur émise par des opérations informatiques. À Toulouse, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires de La Dépêche du Midi, ce sont près de 60 logements sociaux qui viennent d'être équipés de ces radiateurs calculateurs modernes et intelligents. Voilà, sans transition dans ce journal, direction la Sarthe pour découvrir désormais une innovation en faveur, cette fois-ci, du monde agricole. Une plateforme dédiée à la mise en relation entre salariés et exploitants. Utile à l'heure des vacances ou pour un remplacement spontané, l'association Agri-Emploi 72 aide au recrutement dans un secteur qui peine à créer de nouvelles vocations. Un sujet d'Enzo Maubert et de Florian Wozniak pour LMTV Sarthe. Nourrir ses bovins, Gilbert le fait quotidiennement depuis plus de 30 ans. Mais au printemps dernier, une opération chirurgicale l'oblige à tout arrêter. C'est donc Yann, un salarié du service de remplacement agricole, qui a pris le relais. On a été mis en contact la semaine d'avant. Du coup, on l'a découvert le lundi matin, la veille de mon opération. Et du coup, il est resté 2 mois. Nourrissage des bêtes, labour, semis, Yann réalise les tâches habituelles. Un défi pour ce jeune de 20 ans qui, du jour au lendemain, a dû s'adapter à l'entreprise familiale. Les premiers jours, je ne savais pas où me placer, à vrai dire, parce que je ne savais pas comment il fonctionnait. Et puis, plus les jours défilaient, plus je voyais comment il fonctionnait. Et puis, plus les jours passaient, plus je me suis senti à l'aise. Un moyen aussi pour lui d'acquérir de l'expérience. Ça m'a permis d'avoir plus de conseils, d'avoir des connaissances en plus sur des choses que je ne connaissais pas. Auparavant, le remplacement des agriculteurs s'opérait via différentes structures. Il est désormais géré par une association, Agri-Emploi 72. C'est elle qui se charge du recrutement et des démarches administratives. On s'occupe vraiment de tout, en fait, du recrutement des salariés, parce qu'à l'heure actuelle, ça reste difficile. Donc nous, on a aussi des partenaires, de nombreux partenaires sur la Sarthe, et donc on fait jouer aussi nos réseaux. Le service est ouvert à tous les Sartois en recherche d'emploi, même sans expérience. Un tremplin pour se lancer, alors que dans la région, il manque 3000 employés agricoles. Voilà, il s'en est vendu des millions depuis le début de l'année et vous êtes nombreux encore à en déguster ces jours-ci. La galette des rois est un produit très apprécié des Français. Et qui dit épiphanie dit bien sûr fève. À ce propos, la rédaction de Télé Grenoble s'est glissée dans les coulisses de l'entreprise Panociel. Cette TPE produit des pièces en porcelaine 100% française. Une fierté locale marquée par la fabrication cette année de sa 10 millionième fève. Un reportage de Jade Lanier, regardez. Chaque début janvier, le suspense est à son comble. Qui aura la fève? Cet ingrédient phare de la galette des rois varie selon les artisans boulangers. Une manière pour eux de s'affirmer et de défendre leur territoire. Et c'est ici à Fontaine que ces fèves sont confectionnées par Panociel. Les 15 salariés de l'entreprise iséroise fabriquent, produisent et décorent à la main jusqu'à 16 000 fèves par jour. Ils vont chercher un plateau qui a été préparé au préalable, donc avec les images dessus. Ils vont chercher ce qu'on appelle les blancs, donc c'est les fèves vierges en fait, il n'y a pas d'image dessus. Ensuite, ils mettent les bandelettes dans l'eau pour pouvoir faire la dépose sur les fèves. Ils utilisent la technique du marouflage, ce qu'on appelle le marouflage, donc ils chassent les bulles d'air. Et après, les fèves sont déposées sur un plateau pour qu'ensuite elles soient mises au four. La porcelaine rentre en ébullition, l'image entre à l'intérieur de la fève. Donc en fait, quand la fève refroidit, il y a la polymérisation qui se crée et donc la fève devient lisse et l'image est emprisonnée à l'intérieur. Les fèves sont réalisées de mai à janvier, mais entre octobre et novembre, Panociel augmente sa production de plus de 100%. Produire une fève coûte environ 50 centimes et son prix de vente est compris entre 80 centimes et 1,10 €. Un objet en porcelaine avec différents motifs choisis par les artisans locaux comme des dessins d'enfants, des paysages ou encore des monuments. Chaque personne a vécu quand il était petit ce moment où ça y est, elle était la reine de la famille ou le roi de la famille. Et donc on se rappelle aussi d'avoir choisi la part pour mamie, pour papy, etc. C'est le supplément d'âme d'une galette. Cette année, l'entreprise fête la production de sa 10 millionième fève qui représente 50 000 heures de travail. Une fève exclusive qui sera distribuée à tous les salariés.
Voilà, c'est presque un rituel du mois de janvier. Vous êtes nombreux à vouloir transpirer pour oublier les excès des fêtes et de la galette des rois, bien sûr, dont nous vous parlions tout à l'heure. Les salles de sport sont évidemment encore remplies quelques jours après les bonnes résolutions. Exemple dans la Loire où les clients veulent garder la forme et la ligne en plein hiver. Reportage d'Alice Canivet et de Céline Ercilia pour TL7, la télévision de la Loire. Vous faites 4 jumping jacks et 4 pantrio. 3, 2... Ces sportifs sont unanimes. Aujourd'hui, on se sent lourd. Allez, let's go! Alors, pour bien démarrer l'année, ils enchaînent sans rechigner, ou presque, les burpees, les squats et autres Superman. On va dire que les fêtes ont été bien arrosées et on a bien mangé. Donc aujourd'hui, c'est la reprise, donc c'est difficile. Mais comme on a commencé un nouveau cours, comme on ne savait pas à quoi s'attendre, eh ben on est pris par le rythme et puis pas par les autres. Et puis après, ça enchaîne, ça enchaîne. Moi, j'ai un collègue qui a failli vomir tout son repas de fête, là, tout à l'heure, vous voyez. N'est-ce pas, Yvan? Non, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que c'est compliqué quand même. Oui, c'est dur. Dans cette salle de sport, on peut sculpter son corps, perdre du poids ou simplement se détendre, essentiellement en cours collectif. Quentin est coach sportif et même si les fêtes sont passées par là, hors de question de ménager ses élèves. Ils ont chaud et qu'ils ont chi, pour dire leurs mots. Environ 700 personnes sont inscrites à Saint-Just-Saint-Rambert et depuis le début de la semaine, la salle enregistre de nouvelles inscriptions. Nouvelle année et bonne résolution oblige, mais l'objectif, c'est bien de tenir toute l'année. Pour atteindre l'objectif, par exemple si on a un objectif de 8 kg, c'est de se mettre des étapes intermédiaires et quand on arrive aux étapes intermédiaires, par exemple se dire à la fin du mois de janvier, pour arriver à moins 8 au mois de juin, à la fin du mois de janvier, faut que j'ai perdu 1,5 kg. Et c'est quand on arrive à ces sous-étapes qu'il faut se féliciter, se remercier et quand on fait ça, en fait, ça booste la motivation, le corps il en redemande et c'est ça qui fait qu'on arrive à garder la motivation et être actif. La reprise du sport, c'est la bonne résolution qui arrive en tête chaque année. Et selon le dernier baromètre Sport Santé de la Fédération française d'éducation physique, 61% des Français déclarent avoir tenu au moins une des résolutions qu'ils s'étaient fixées en 2022. Du sport pour les grands et les petits dans ce journal avec la pratique de l'escalade qui connaît un vrai boom partout en France. Cette activité d'extérieur s'exerce aussi en intérieur pour le plus grand plaisir de ses adeptes. Bonne pour le corps et pour l'esprit, l'escalade se développe notamment dans les Hauts-de-France où des cours pour les plus jeunes sont dispensés. Reportage à Lille de Lison Barrocal et d'Olivier Scriffur pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard. Ne vous fiez pas aux apparences. Face à ces impressionnantes parois, Elliot, 9 ans, est comme un poisson dans l'eau. J'aime bien ce sport parce qu'on est toujours en hauteur et j'aime bien grimper partout et sauter partout. Donc j'adore ce sport. Allez, d'un coup. Hop, yes, c'est pas mal. Avec ses copains, il s'entraîne tous les mercredis sous l'œil attentif de sa monitrice. Dans ce cours dédié aux 8-10 ans, les enfants apprennent l'autonomie et la sécurité sur les voies. Ces murs de 15 mètres. Ils vont apprendre à s'assurer entre eux, à faire le nœud, à grimper une voie d'une couleur, avoir plusieurs techniques pour pouvoir résoudre les passages qui sont un peu complexes. Donc ils apprennent à s'assurer, à retenir les chutes également. Ici, l'escalade est ouverte aux tout petits. En plus des voies, les grimpeurs en herbe peuvent s'entraîner sur les blocs, des murs de 3 à 4 mètres avec des tapis de réception pour amortir la moindre chute. Le lapin, Nélia, tu le prends. Tu le caches comme ça sur le mur. Les plus jeunes élèves de la salle ont 3 ans, l'âge minimum requis pour s'initier à ce sport. Félix, lui, est déjà un passionné, comme en témoigne sa maman. Il me réclame l'escalade et pour vous dire, c'est que ce matin, j'ai voulu le réveiller, il m'a dit non, je vais encore dormir. Je suis retournée un quart d'heure après, je dis ouais, mais il y a escalade. Et là, il a bondi de son lit d'un coup. Par le biais de jeux ludiques, les élèves de Marie prennent de la hauteur. C'est bon pour les enfants parce que ça leur permet de développer la motricité d'une autre façon que celle qu'ils ont l'habitude de le faire avec la course à pied, marcher et autres. L'escalade est un sport complet qui réunit petits et grands. 4 salles comme celle-ci ont vu le jour dans la métropole lilloise. Apprendre en s'amusant, voilà sûrement le meilleur moyen de bien retenir ses leçons quand on est écolier. La preuve dans les Pyrénées-Orientales où des élèves d'une classe de CM1 découvrent la géographie grâce à des cartes postales qu'ils reçoivent du monde entier. L'idée originale et pédagogique a vu le jour grâce au pouvoir des réseaux sociaux. Explication et voyage épistolaire d'Alizé Marty pour Via Occitanie. Je vous envoie cette missive aux couleurs de ma petite île. Mon petit rayon
dans l'océan. Des messages comme celui-là, cette classe de CM1 en reçoit des dizaines par jour. Tout est né après une publication sur les réseaux sociaux de ces élèves dans le cadre de leur cours de géographie. Très vite, ils sont dépassés par le nombre de cartes postales envoyées du monde entier. Chaque expéditeur contribue ainsi à l'apprentissage de ses élèves. C'est mieux pour apprendre, je trouve, parce que les gens nous expliquent de leur endroit de vie, donc on peut mieux savoir. Tous les jours, ils lisent donc quelques cartes et les placent sur leur planisphère. Une manière ludique pour travailler sur la lecture des paysages des départements français et du coup des autres pays. Dans les plus étonnantes, on a eu la République centrafricaine, le Koweït, Djibouti, voilà, des pays auxquels vraiment on ne s'attendait pas. Alors très rapidement, je crois que c'est les Américains qui ont répondu présent. On a eu beaucoup de l'aide des États-Unis. Et alors là, en termes de participation, c'est essentiellement les Canadiens qui nous répondent en masse. Grâce à ces cartes, les élèves voyagent, s'évadent. Tous restent marqués par ces écrits. C'était un monsieur âgé qui nous envoyait une grande collection de cartes et qui nous avait dit de surtout pas lui renvoyer parce que sa femme ne voulait plus de cartes chez lui. Les CM1 prennent donc le temps de répondre à tous les expéditeurs par mail ou voie postale. Depuis le mois d'octobre, ils ont reçu des milliers de cartes et dans un coin de leur tête, ils rêvent de pouvoir se rendre un jour sur l'une de ces destinations. Et puis si au lieu de vous rendre à l'opéra, celui-ci venait à vous. Jugé par beaucoup comme élitiste, l'opéra de la ville de Limoges a décidé de changer son image et de se déplacer dans les quartiers de la ville et des communes de l'agglomération. Pour ce faire, un bus pouvant accueillir chanteurs et musiciens est en cours de transformation, comme vous le découvrez sur ces images de cette à Limoges. Objectif, se rendre là où l'opéra n'est pas forcément attendu. Détails recueillis par le ténor de l'information locale, Alain Druot. L'idée, c'est que chaque semaine, le bus se retrouve à l'endroit d'une place publique, qu'il s'ouvre, que des gens puissent rentrer à l'intérieur et suivre des ateliers vocaux. On a reçu ce bus réformé de la TCL, donc des transports de Limoges. On l'a entièrement dépollué, c'est-à-dire mis à nu au niveau des sièges, des barres, de tout ce qu'il y avait à l'intérieur au départ, pour y créer les volumes adéquats. Un espace qui permet de recevoir un petit peu de public, un piano, un maître de chant, un espace scénique avec 2 podiums permettant de faire du chant, de la danse. Et au fond, derrière la paroi, une partie commodité avec une kitchenette et un toilette. Voilà, et le monde de la culture qui s'ouvre aussi au jeune public grâce au développement d'actions inédites et ludiques. Dans l'Aube, le musée Camille Claudel propose depuis quelques semaines un jeu d'enquête grandeur nature accessible aux enfants. Objectif, intéresser et séduire un nouveau public peu habitué aux allées des musées. De jeunes visiteurs enquêteurs qu'a pu suivre la rédaction de Canal 32 sur place. Regardez. Un escape game pour découvrir les collections du musée Camille Claudel. Après l'expérience réussie d'une journée de Cluedo géant, ce lieu culturel de Nogent-sur-Seine propose, moyennant un supplément de 3 €, de mener une enquête en parcourant les 15 salles d'exposition. Le parcours se fait grâce à des totems et une feuille de route qui se présente ainsi et qui permet aux participants de se diriger, d'aller de salle en salle et de lire les énigmes à résoudre. Nous intéresse La phrase, c'était aussi appelé faune et nymphe. Ce plat de Rodin possède un autre nom évoquant une créature bovine. Donc voilà, le Minotaure. Accessible dès l'âge de 10 ans, l'enquête permet de s'imprégner des thèmes choisis par les artistes. Alfred Boucher avec une statue en bronze, du coup je me suis dirigée vers la seule statue qui est en bronze et c'était ça. Maintenant on essaie de trouver le rapport. L'escape game favorise les échanges au sein des groupes, rompant ainsi avec le silence des visites classiques. Souvent quand on visite un musée, on est un peu dans notre coin, on va regarder chacun l'œuvre qui nous intéresse un peu plus. Or là, l'idée c'est vraiment de le faire ensemble parce que sans être en collectif, les énigmes ne sont pas toujours évidentes, il faut vraiment réfléchir ensemble. Cette enquête doit permettre de découvrir une œuvre disparue. Pour le musée, elle permet surtout d'attirer un autre public. Ils sont venus avec l'école ou le collège, mais ils seraient peut-être pas revenus. Mais là, comme un moment ludique comme ça et pédagogique, puis en famille, oui, ils sont venus. Pour les adultes aussi qui ont l'habitude de visiter les musées de manière plus classique, et bien là, de eux aussi se prêter au jeu. C'est inscrit dans la loi musée 2002 que de rendre le musée accessible à tous. C'est un enjeu de démocratisation culturelle. Pour partager cette expérience en groupe, le musée recommande de réserver un créneau. Ce site culturel prévoit d'ores et déjà d'autres événements inattendus,
comme des rencontres cinéma ou un DJ set durant la nuit des musées en mai prochain. De la musique justement pour refermer ce journal. En Martinique, la saison des carnavals a déjà débuté. Premier rendez-vous de l'année dans la ville du Lamentin, comme vous le voyez sur ces images festives et colorées de la rédaction de Via ATV sur place. Et puis pour l'occasion, 8 groupes ont parcouru le centre-ville, bordé de plus d'1 millier de spectateurs ravis de saluer le retour du carnaval après la crise sanitaire. Propos récoltés dans la bonne humeur par Louis Sabas. Regardez. Là, c'est magnifique, ça fait du bien de voir de la joie, les gens sont heureux, c'est magnifique. Je me sens hyper bien, ce sera trop bien. Il faut sortir, il faut vivre, on va vivre. Ah oui, ce soir on va vivre. Bien sûr, il faut prendre ses précautions, mais c'est bien de retrouver les festivités. Voilà, de beaux sourires et de bien belles images pour terminer cette édition. Merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.